Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et bonjour l'ami Jean-Luc, c'est moi qui parle maintenant. Bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. C'est moi qui parle en antenne, qui pensait être en antenne mais qui ne l'est pas. En fait, j'étais en train de dire à notre ami, mon micro est trop bas, je vais me casser le dos. Comment Laurence, ça va? Regardez, il y a deux boutons là. Non, mon micro, rouge, le vert. micro, Oui, d'accord, la taille non, mais du pour micro. savoir si on est à l'antenne, quand c'est rouge, c'est à l'antenne. Et quand c'est éteint, c'est qu'on n'est pas à l'antenne. Voilà. Vous avez raison. C'est normal, Vous quand on est stagiaire, au début, il faut... Alors, je ne suis plus stagiaire, je suis alternante, l'ami Jean-Luc. Tout va bien, En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Bonjour tout le monde, ravis aussi de vous retrouver sur l'espace Facebook Sud Radio, où vous pouvez être en notre compagnie. Et puis, bien évidemment, réagir et poser vos questions au programme. Tiens, on va parler des chiffres de l'assurance auto dans quelques instants. Ouais, exactement. Beaucoup d'inégalités en matière d'assurance, c'est les chiffres 2024. Alors quels sont les modèles les plus chers, les moins chers à assurer, les inégalités entre les régions, tout dépend de l'endroit où vous habitez. Avec la même voiture, vous pouvez payer du simple au double. On verra tout ça avec Arthur Martiano, qui est le CEO de lelinx.fr. Ou que l'on a régulièrement dans notre émission. Nous allons essayer une voiture qui vous tient à cœur. Exactement, parce que demain, c'est la journée nationale du véhicule d'époque. Tous les ans, c'est la journée nationale du véhicule d'époque, à peu près à cette date. Et donc chaque année, je sors une voiture et plutôt que de faire l'essai d'un nouveau modèle, on va faire l'essai d'une voiture ancienne. Alors c'est une voiture qui a été présentée en 1955 au Salon de Paris. On n'en dit pas plus. Vous allez me dire, oh là là, c'est la DS. Non, pas du tout. On n'en dit pas plus. Laissons un tout petit peu comme ça de suspense, parce que moi je la connais, cette voiture, elle est exceptionnelle, mais vous allez pouvoir en profiter dans l'émission. On va parler aussi des voitures électriques. Est-ce qu'elles sont plus fiables que les voitures thermiques? On va faire un point avec vous, l'ami Jean-Luc. Très intéressante étude qui a été faite par l'ADAC en Allemagne. Alors l'ADAC, c'est le plus gros automobile club d'Europe. Ils ont des moyens qui sont sans commune mesure avec tous les autres. Je ne sais plus combien ils ont de millions d'adhérents, mais bref. Ça ferait rêver pas mal de monde. C'est une vraie référence. Et eux, ils ont fait une étude, alors sur beaucoup de cas et sur 3 années, parce que pour savoir si les voitures électriques étaient plus ou moins fiables que les voitures thermiques, il fallait un petit peu de recul et suffisamment de modèles. Donc ils les ont. Je vous dis pas. Je vous donne pas les résultats. Et vous allez voir qu'il y a des vraies surprises. Plus ou moins bonne, on verra ça tout à l'heure. Il y a des mauvaises surprises pour certains constructeurs habitués aux bonnes surprises. Donc c'est pour ça, là il y a un suspense terrible encore. Autre sujet d'ailleurs, puisqu'on en parle souvent, on est plutôt d'ailleurs en train de vous dire que les pneus premier prix, c'est pas de la super qualité. Là on va en parler en détail. Exactement, 1001 pneus, ils ont fait un test comparatif sur circuit avec un pneu premier prix. Alors c'est du 4 saisons, parce qu'aujourd'hui la moitié des ventes de pneumatiques c'est du 4 saisons. Donc ils ont pris un pneu à un prix chinois, un pneu chinois premier prix 4 saisons, et ils l'ont comparé à une référence premium, et vous allez voir, on se doute un petit peu des résultats. C'est pas forcément un bon calcul de pas mettre d'argent dans ces pneus. Allez, on va faire aussi un petit tour pour terminer ce sommaire du côté du Castellet. Ce sera à la fin de notre rendez-vous. Oui, exactement. Il y a 20 ans exactement, Renault était champion du monde des constructeurs en Formule 1, et donc comme c'est, je vous l'ai dit, la journée nationale du patrimoine, on parle aussi voiture ancienne, donc il y a un grand prix historique sur le circuit du Castellet, et on aura tout à l'heure au téléphone quelque chose. Alors peut-être que ceux qui ont moins de 20 ans, ça leur dit rien comme nom, mais on aura René Arnoux avec nous aussi. Ils vont rouler. Renault fait rouler les voitures, les F1 mythiques de l'époque sur le circuit. C'est une bonne chose, ça, j'adore. Bon, et puis évidemment, puisque ce sont les journées du patrimoine, on reçoit l'ami Jean-Luc Moreau dans l'émission. Et puis juste une petite casquette comme ça, un petit coup de chapeau à notre invité surprise. C'est Pascal qui est un carrossier, ancien carrossier, spécialiste de la peinture, qui travaille pour une marque qui s'appelle Paninal, une marque italienne. Et comme vous me connaissez, j'adore les métiers liés à ce qu'on appelle l'aftermarket, ceux grâce à qui nos voitures peuvent continuer de rouler, être belles. Voilà. Et il est avec nous aujourd'hui en tant qu'invité. Je sais pas s'il parlera, mais en tout cas, il est avec nous et c'est un bonheur. Bon, allez, Zou, vous aussi, c'est un bonheur. 0826 300 300. C'est Tristan qui nous rejoint au standard ce matin, en compagnie de Aude. Anthony, un peu malade, il a une grosse angine qui réalise cette émission, mais il est toujours là, il s'est pas mis en arrêt maladie. Ça c'est fort, mais fais attention à toi mon loup. Et puis un coucou à mon pote Julien qui m'écoute dans sa voiture. Voilà. Salut Julien, c'est quoi sa voiture? Là je sais pas quoi, ça doit être une Porsche. Oui, mais c'était pas le même qui était en Normandie l'autre fois. Si, mais il nous écoute tout le temps. Et il fait exprès de partir le week-end en voiture pour nous écouter. Évidemment, 0826 300 300, vous nous écrivez si vous avez une question à poser. Je participe @sudradio.fr. On parle auto dans l'objet, toutes vos coordonnées, y compris votre numéro de téléphone, et vos réactions sur la page Facebook de Sud Radio. Allez, c'est parti.
Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Ah ben non, ça marche, voilà, c'est ça marche mieux. Laurence qui fait du ménage maintenant, mais c'est ça en fait. C'est les filles, et c'est le printemps, donc je fais un ménage de printemps. Non mais je me sens mieux parce que sinon ça me casse un peu le dos, et vous savez que il faut faire attention à soi quand même. Allez, on commence tout de suite par accueillir Arthur Marciano, qui est le CEO, Chief Executive Officer, bref le boss de chez Lelynx.fr. Bonjour Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, comme tous les ans, vous nous faites une analyse des tendances qui ont bouleversé le marché de l'assurance automobile l'année passée, donc en 2024. Alors déjà, on a ce que tout le monde a pu noter en recevant nos petites primes. Alors pour beaucoup comme moi, c'est le 1er avril. On se demande d'ailleurs quel poisson, pourquoi les assureurs ont choisi le 1er avril. On a tous eu des hausses d'assurance. Au global, la hausse d'assurance automobile est de combien et la prime moyenne, c'est combien ? Alors effectivement, on observe une augmentation de 5% de la prime sur l'année 2024 à 545 €. Et quand on regarde les chiffres du début de l'année 2025, on est sur la même tendance à plus de 5% par an. D'accord. Comment on peut expliquer ça ? Alors ça s'explique par plusieurs facteurs, trois principaux. D'abord l'augmentation du coût des réparations automobiles qui suit l'inflation des pièces détachées. Ah ouais, on a un carrossier qui est avec nous, on va tout de suite le cuisiner pour savoir pourquoi il est si cher. Non, c'est vrai, l'augmentation des prix des pièces automobiles, on en a parlé il y a une semaine avec le prix des optiques qui a bondi de 70% en quelques années, c'est un truc de dingue. Voilà, et donc ça vient directement impacter votre prime d'assurance auto, mais aussi l'augmentation et la fréquence des sinistres. Le vol, par exemple, plus de 5% d'augmentation du vol en 2024, suite à 11% en 2023. Donc il y a de plus en plus de vols de voitures qui aussi impactent la prime d'assurance, tout comme les événements climatiques extrêmes qui vont impacter la prime automobile. On sait d'ailleurs, Arthur Marciano, on est capable de calculer sur 2024 toutes les problématiques, vous savez, d'inondations qu'il y a eu, etc. Est-ce que ça a vraiment impacté sur les véhicules qui ont été noyés, inondés, brûlés, etc.? On le voit avec l'augmentation de la taxe catastrophe naturelle qui est passée de 6 à 9%, du coup qui impacte directement sa prime d'assurance. Bon, acheter des voitures amphibies comme ça évitera qu'elles soient emportées. Alors, voiture amphibie, c'est pas dans les statistiques, mais on n'est pas tous égaux face à l'assurance en fonction du modèle qu'on a. Il n'y a pas de surprise si je dis que Dacia, ça coûte moins cher, une Dacia, ça coûte moins cher à assurer qu'une Porsche. Mais il y a des modèles qui sont surprenamment, je ne sais pas si le mot est français. Étonnamment. Alors vous allez étonnamment cher à assurer. Vous allez nous expliquer pourquoi. Parce qu'en haut de la pile, il y a une marque américaine c'est juste une horreur. On pensait que ça serait moins cher à assurer. C'est le contraire. Alors effectivement, il y a des grands écarts entre les véhicules. Il y a quasiment un x2 entre assurer une Dacia et assurer une Tesla. Alors tout ça aussi dépend du profil du conducteur, de la localisation, puisque la prime d'assurance, c'est pas uniquement le véhicule, mais c'est tout un ensemble qui est estimé entre le type de véhicule, le profil du conducteur et sa localisation. Il y a des différences entre les modèles. Assurer une Dacia, on le voit, c'est 478 € sur les chiffres de l'année 2024 contre près de 800 € pour une Tesla et près de 700 € pour une Audi. Même les dernières, c'est-à-dire si on fait année équivalente. Absolument. Alors on a regardé en moyenne sur tous les modèles de Tesla assurés, tous les modèles de Dacia, et on voit ce grand écart. Effectivement, l'âge du véhicule va impacter sa prime d'assurance. On essaie de prendre du recul sur tout ça. Ouais, on se doute que le coût des réparations, évidemment, rentre en ligne de compte. Une Tesla avec beaucoup de pièces en aluminium, c'est compliqué. Et puis l'électronique embarquée et tout. Voilà, donc ça coûte cher. Et puis après, on parlait des vols tout à l'heure. Il y a des voitures qui sont très prisées des voleurs. C'est lesquelles? Alors moi, je sais lesquelles sont pas volées. Si vous avez une 208 avec un PureTech, vous mettez en gros ou une Modus. Vous mettez un gros autocollant. Attention, il y a un PureTech dedans. On vous la volera pas. Enfin, je pense pas. Si, peut-être pour les optiques. Peut-être pour les pièces. Pour les optiques. Alors effectivement, il y a des grandes différences entre les modèles. Alors, ce qui aussi explique la prime d'assurance plus élevée sur certains modèles, c'est que les conducteurs vont faire le choix d'une assurance tout risque pour les véhicules qui sont les plus volés en général, et aussi pour les véhicules électriques. Près de 90% des conducteurs de véhicules électriques choisissent le tout risque, ce qui augmente du coup la prime moyenne.
c'est le cas aussi pour les véhicules qui sont les plus volés. Ouais, alors ça, on peut peut-être dire que les gens aujourd'hui qui achètent des véhicules électriques ont plus de moyens que ceux qui roulent avec des véhicules essence. C'est tout simplement ça. Donc ils vont mettre plus cher dans leur assurance. Alors, peut-être, mais aussi c'est que c'est des véhicules qui sont plus récents, c'est des véhicules aussi qui peuvent avoir des coûts de réparation qui sont plus élevés, donc ça fait un peu plus peur, on ne sait pas exactement à quoi s'en tenir. Du coup, il y a 90% des automobilistes de véhicules électriques choisissent le tout risque. Concrètement, hein, ceux qui ont eu les voitures électriques à 100 €, le fameux système social, leasing social, ils sont pas plus riches. Non, mais ils payent aussi cher d'assurance. Mais ils payent aussi cher d'assurance. Surtout si c'est des jeunes conducteurs. Mais il n'y a pas qu'une histoire de région. Enfin, j'insiste sur les. Parce qu'il y a les jeunes conducteurs aussi qui payent. C'est quoi ? C'est plus du double de la prime d'un conducteur confirmé. Absolument, les jeunes payent plus du double, 1 213 € pour les moins de 25 ans. Alors ça baisse rapidement avec l'expérience, puisque entre 18 et 20 ans et 20 et 25 ans, vous avez presque 50% d'écart également. On voit qu'ils ont une prime plus élevée parce que ce sont des conducteurs qui ont un peu moins d'expérience au volant, qui ont un coefficient bonus-malus qui est moins élevé. J'ai un conseil à donner à tous les parents qui sont avec des élèves, des jeunes qui vont ou qui sont en train de faire la conduite accompagnée. Mettez-le tout de suite en second conducteur sur vos primes d'assurance. Pourquoi ? Parce que quand il va avoir son permis de conduire et sa propre voiture, il va déjà bénéficier d'un bonus supplémentaire et donc ça va vraiment réduire la prime d'assurance. Moi, je l'ai fait pour mon fils. Je peux vous dire qu'il a jamais payé 1 200 € par an après quand il a eu sa première voiture d'occasion, évidemment. Arthur. C'est un bon point. 95% d'ailleurs des moins de 25 ans se tournent vers un véhicule d'occasion, contre 86% pour le reste, donc ils choisissent plus un véhicule d'occasion. Ah oui. Absolument. Et l'autre conseil, vous l'avez mentionné, la conduite accompagnée, c'est un paramètre qui peut faire baisser votre prime d'assurance auto en tant que jeune conducteur. Et puis mettez-le, il faut le mettre exactement. La conduite accompagnée, vous avez baissé ça et vous pouvez effectivement bénéficier d'une partie du bonus-malus de vos parents. Bon, alors il vaut mieux habiter aussi en Bretagne que d'habiter en Provence, Alpes, Côte d'Azur pour assurer sa voiture. Mais il y a un truc qui m'a étonné, c'est la Corse qui est le plus cher. Pourquoi ? Parce que les voitures ont tendance à plus brûler en Corse ? Non. C'est le paysage. Il y a un grand écart entre la Bretagne et le PACA et la Corse, avec des risques qui sont estimés différemment dans ces deux régions. Il y a un peu plus d'accidents. La Corse, c'est une région dans laquelle il y a plus d'accidents aujourd'hui sur les routes. Et puis, c'est la nature des routes. Ça tournicote un petit peu en Corse. Ça monte, ça descend, beaucoup. Voilà. Et alors qu'en Bretagne, on a un peu moins d'accidentologie et puis moins de densité sur certaines routes qui font que la prime d'assurance est à 443 € contre plus de 600 € pour PACA et la Corse. En parlant d'endroits comme ça où les paysages peuvent être aussi à l'origine d'accidents, est-ce que c'est les mêmes choses en Savoie, Alpes en général et Pyrénées ? Parce que eux aussi, ça monte, ça descend. Est-ce que nos amis corses, que j'aime beaucoup, sur l'île de Beauté, ont pas une conduite un peu plus nerveuse ? Un peu plus nerveuse. Alors effectivement, on observe des choses similaires dans les routes de montagne, que ce soit en Corse ou dans d'autres régions. Ouais, c'est plus cher. Bon, la ville de France où c'est le plus cher d'assurer une voiture, si je vous demande... Moi, je dirais Paris ou Marseille. Ouais, c'est pas mal. Vous avez à moitié bon. Marseille ? Effectivement, on observe que Marseille est la ville dans laquelle la prime d'assurance aujourd'hui est la plus élevée sur l'année 2024. Et la moyenne, 805 € quand on est à 443 € en Bretagne pour la même voiture, c'est complètement dingue. Mais on ne peut pas tricher pour conclure cette chronique intéressante, c'est-à-dire que quand je prends mon assurance, je ne donne pas mon adresse, je donne l'adresse de quelqu'un. Non mais sérieux, non mais je sais que c'est pas bien ce que je dis, mais est-ce que ça c'est possible de le faire ou pas, Monsieur Arthur Marciano, vous qui êtes le directeur de lelynx.fr? Et non, vous devez déclarer votre adresse là où vous êtes et là où sera garé le véhicule. C'est très important, notamment le jour où vous avez un sinistre. Il faut absolument que vous ayez fait la bonne déclaration. Ce que je vous conseille plutôt, c'est de regarder votre contrat, vous regardez vos besoins, comparer et essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui est plus adapté à vos besoins. Vous pouvez changer à tout moment. Vous parliez de votre échéance, vous avez reçu votre échéance, vous pouvez changer à tout moment après 1 an de contrat. C'est le nouvel assureur qui s'occupe de toutes les démarches. Donc regardez et faites un point sur votre contrat. Et faites appel à un comparateur. On va prendre le lynx.fr par hasard. Voilà. Une question de Stéphane. Ceux qui nous ont écoutés, alors si vous êtes jeune conducteur, que vous avez une Tesla et que vous habitez Marseille, eh bien vous pouvez raccrocher, vous avez tout faux. Non, en tout cas, vous allez payer cher. Réaction de Stéphane sur la page internet Sud Radio, puisque vous êtes beaucoup à réagir, et merci pour ceux qui sont déjà en notre compagnie. Les assurances spéculent de plus en plus sur le climat. Oui ou vrai ou faux ?
Alors les assurances, pardon, les assurances spéculent de plus en plus sur le climat. C'est-à-dire que vous... Alors, le climat a un impact direct sur la prime d'assurance parce qu'il va avoir un impact sur la sinistralité. On l'a vu avec toutes les inondations et la hausse de la surtaxe dans la catastrophe naturelle impacte votre prime. Donc effectivement, c'est un point déterminant de votre assurance. Bon, en tout cas, voilà, on a fait un grand tour avec vous. Merci beaucoup, Arthur Marciano. Je vous en prie, merci beaucoup. Et puis donc, bientôt, j'allais vous dire à l'année prochaine, mais non, on se parlera avant. Voilà. Et grâce à cette étude du comparateur d'assurance lelinx.fr qui analyse les tendances qui ont bouleversé le marché de l'assurance auto en 2024. À suivre, on va vous accueillir, c'est Jean-Luc qui sera au standard au 0826 300 300 et qui va nous proposer d'évoquer un sujet sur les voitures électriques d'occasion. Et vous le savez, vous voulez participer à notre émission, vous nous écrivez je participe @sudradio.fr. C'est ce qu'a fait notre ami Jean-Luc. C'est une histoire de Jean-Luc. Il y a Jean-Luc, il y en a deux. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, merci de m'avoir invité. Alors, on a juste, Jean-Luc, une petite chose que Jean-Luc veut dire. Ça va être pratique, les garçons. Je voulais préciser, j'en ai pas pour longtemps. J'ai un auditeur qui m'a envoyé un mail en disant oui, il y a trop de pubs, il y a trop de machins sur 2 heures de programme, il n'y a qu'1 heure d'émission. J'ai fait le calcul exact. La semaine dernière, vous aviez 1h37 de programme. Donc c'est pas 1 heure, 1h37, hein, c'est presque 1h40. Sur 2 heures de 23 minutes. Alors pub, info, etc., etc. De toute façon, dites-vous bien que s'il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'émission. Bon, voilà. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé, il n'y a pas tout ça. Donc, si, vous aurez toujours France Inter, vous aurez ça, vous payez dans vos impôts tout ça. Donc, sauf qu'ils font du partenariat maintenant. Oui, ils font du partenariat pour gagner un petit peu plus de sous, mais autrement, ça existera toujours. Le service public est payé par nos impôts. Donc eux n'ont pas de problème, vous n'avez pas effectivement moins de publicité sur le service public. Sauf qu'il n'y a pas On parle auto sur le service public. Il n'y a pas Dédé Berkoff, il n'y a pas Brigitte Lahaye, il n'y a pas notre ami Bourdin le matin. Voilà. Il n'y a pas Jean-Luc qui pose des questions. Voilà, Jean-Luc. On vous écoute Jean-Luc. Et nos vraies voix le soir. Pardon. Je suis là. J'ai voulu partager une expérience. Ouais, c'est très bien d'ailleurs. Ouais. Sur les voitures électriques d'occasion et en particulier les Kona 39 kW qui ont une autonomie de presque 300 km. Alors Hyundai, parce que Kona, il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Et surtout, il n'y a pas de R à la fin. Ouais. Et donc, si les Portugais savent ce que c'est, mais bon, oui. Donc ces voitures étaient vendues 35 000 € en 2020-2021. À l'époque, on retirait 6 ou 7 000 € de participation gouvernementale. Ouais. Donc on arrive à presque 30 000. Et ces voitures sont actuellement disponibles à moins de la moitié pour une voiture en parfait état avec moins de 30 000 km. Voilà. Donc j'en ai visité plusieurs. Je suis allé tout d'abord dans un réseau qui vend plutôt des voitures avec un lion sur la calandre. Et qui présente précisément ce Hyundai Kona, et ils écrivent en toutes lettres garantie jusqu'en 2029 sur la batterie, voilà. Et quand je suis arrivé, le vendeur, il savait même pas qu'il y avait cette garantie. J'ai regardé le carnet d'entretien, il y avait juste la première visite au bout d'1 an. Ouais, donc la garantie saute, quoi, s'il y a qu'une visite. Alors, j'ai demandé dans les papiers, est-ce qu'il y avait d'autres factures? Et le vendeur me dit, oui, on a un document suivant lequel l'ancien détenteur du véhicule avait un contrat d'entretien, donc forcément, il a fait les visites. Ben oui, mais c'est pas vrai, il a rien fait du tout. J'ai contacté le service client du constructeur qui me dit, nous, on n'a pas un enregistrement centralisé comme chez Renault des révisions. Donc si vous devez faire appel à la garantie, vous devrez nous présenter toutes les factures. Donc en l'occurrence, si j'achète cette voiture, je n'ai pas la garantie batterie. Et le vendeur me dit, oui, mais nous on vous fait notre garantie maison. Bien sûr. Mais la garantie jusqu'à 2029, elle n'existe pas. Donc j'ai approfondi un petit peu, je suis allé chez le concessionnaire Hyundai à côté, il en a toute une ribambelle. Et puis toujours pareil, en général, le carnet d'entretien, il est vierge et voilà. Donc j'ai quand même approfondi la question, j'ai contacté le service client qui m'a dit, écoutez monsieur, c'est très clair, si vous avez un seul jour de retard sur une seule des visites obligatoires, la garantie 8 ans, elle saute, vous ne l'aurez pas, c'est tout, merci, au revoir. Oh là là. C'est super important ce que vous êtes en train de nous raconter, parce que tous ceux qui veulent acheter une voiture électrique d'occasion, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont être concernés, vont devoir être très attentifs à ça, parce que c'est vrai, vous avez une voiture électrique, vous dites, il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin, je vais pas à la révision. Si.
Si, il faut malheureusement en temps et en heure, et si vous, comme vous l'avez dit, alors une journée, ils exagèrent peut-être un peu, mais effectivement, si vous ne faites pas en temps et en heure les révisions qui sont prévues sur le carnet d'entretien, la garantie saute. Et quand vous avez une garantie, alors il y a certains véhicules, c'est même jusqu'à 10 ans. Vous dites, ouais, je suis peinard, j'ai une garantie de 10 ans. Bah non, pas du tout, parce que si l'ancien propriétaire, quand vous achetez une voiture d'occasion, n'a pas respecté le planning d'entretien, et ben la garantie n'existe plus. Mais ça veut dire quoi, l'ami Jean-Luc? On revient à vous, Jean-Luc, vous inquiétez pas. L'autre ami Jean-Luc, ça veut dire que si j'achète une voiture électrique d'occasion à un particulier, je suis obligé de lui demander le carnet d'entretien. Le plus important, c'est presque ça, quoi. Plus que le kilométrage, plus que tout le reste. Est-ce que l'entretien a été fait en temps et en heure? Et alors la fameuse SOH de la Oui, mais ça c'est encore autre chose. Et ça va de toute façon, ça va bientôt devenir obligatoire. SOH, c'est le carnet de santé de la batterie. Voilà, c'est l'état de santé de la batterie au moment où vous achetez le véhicule. Il y a deux choses qui, pour moi, sont indispensables, comme vient de le dire Jean-Luc, et c'est pour ça que je voulais absolument qu'on l'ait. Vous avez bien fait. C'est de prévenir les gens qui veulent acheter une voiture électrique d'occasion. S'il y a une garantie qui doit courir, c'est de bien vérifier que l'entretien a été fait en temps et en heure. Et deuxième chose, aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent d'avoir un diagnostic batterie, de vous donner l'état de santé de la batterie, et il faut le faire absolument. Ça, c'est les deux choses. Vous voulez acheter une voiture électrique d'occasion, vous n'avez pas ces deux trucs-là, vous allez voir ailleurs. Ouais, voilà, c'est dit, parce qu'on parle vrai sur Sud Radio. Voilà, mais c'est vrai, il y a des bonnes affaires. Vous en avez trouvé une quand même à 15 000, là, Nicolas? J'en ai vu une qui m'est passée sous le nez à 13 000, mais pareil, elle n'avait pas de garantie. Et dans celle-là, j'ai réussi. Il y avait la facture du premier entretien. J'ai contacté le garage qui a fait le premier entretien. Il m'a dit, écoutez, nous, on a le premier, c'est tout ce qu'on a. Mais contactez l'ancien détenteur. Peut-être qu'il en a fait d'autres ailleurs. J'ai réussi à trouver l'ancien détenteur. Il m'a dit, écoutez, je sais pas, peut-être. Alors effectivement, sur la voiture, il n'y avait pas marqué tant de jours en retard. Mais il m'a dit, écoutez, je pense qu'au total, j'en ai fait 2, je sais même pas quand était la deuxième. Donc voilà, la voiture n'est pas garantie, c'est tout. Et l'histoire des 1 jour, effectivement, c'est excessif, mais c'est vraiment les mots qui ont été employés par l'employé du constructeur. C'est dingue quand même, ça. Ah oui, c'est un truc de fou. C'est dingue. Et là où je vous rejoins, moi, Jean-Luc, qui est avec nous au 0826 300 300 sur Sud Radio, c'est que les parcs de voitures d'occasion électriques se remplissent à vue d'œil. Rien n'est fait pour que ce soit simple pour le futur acheteur. Rien. C'est pour ça que je vous ai contacté, parce que si j'achète une voiture à essence que j'ai un problème moteur au bout de 2 ans, 3 ans, tout est accessible. On peut changer un injecteur, on peut accéder aux soupapes, aux pistons, on peut mettre un moteur d'occasion, on peut mettre un moteur échange standard. Sur une voiture électrique, c'est même pas prévu à l'heure actuelle de remplacer une cellule. Donc, ça va l'être, hein. Maintenant, ça y est, on est dans la réparabilité des batteries, décidément. Donc, on pourra changer une partie de la batterie. Mais même les anciennes batteries, même celles qui ont plus de 10 ans maintenant. Oui, de toute façon, toutes les batteries, c'est modulaire à l'intérieur. Okay. Hein. Mais bon, aujourd'hui, on forme des gens pour réparer, identifier les cellules défaillantes et réparer que les cellules défaillantes et pas changer une batterie intégralement pour quelques cellules défaillantes. Mais donc la conclusion de mon témoignage, je me suis dit, je vais appeler Jean-Luc qui est en lien avec les grands dieux de l'automobile européenne. Je trouve que Hyundai il joue contre son camp quand il me dit non, vous n'aurez pas de garantie, merci, au revoir. Parce que, comme vous le dites, les voitures s'entassent sur les parcs et puis le commerce ne fonctionne pas et puis voilà. À ces jours-ci, dans vos publicités, on entend Toyota qui parle d'une garantie VO portée à 6 ans. On entend Renew pour 5 € par mois qui donne 5 ans de garantie. Et c'est Toyota, rien du tout. Toyota pour les véhicules hybrides, si vous êtes à jour de votre carnet d'entretien, vous pouvez avoir une garantie jusqu'à 10 ans. Voilà. Mais là, la condition, c'est vraiment d'avoir fait les entretiens en temps et en heure. D'ailleurs, Stéphane, qui est, vous savez, le 3e co-animateur de cette super émission qui s'appelle On parle auto sur Sud Radio, depuis le début, Stéphane, nous dit ça devient tellement compliqué, vive les applications qui le font pour nous, mais en fait, qui vont le faire pour nous. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui crée une application qui va vous obliger à faire vos il faut être attentif à ça. Et puis, il y a un autre problème qu'on a évoqué avec l'IA qui va répondre au téléphone, c'est que des fois, vous voulez faire votre révision
et vous mettez 15 jours ou 3 semaines pour avoir un rendez-vous. Oui, c'est pas faux non plus. Bah ouais. Voilà, merci beaucoup Jean-Luc. Merci d'être intervenu et merci de vos bons conseils. Voilà, comme ça, cette émission, elle profite à tous. C'était bien de mettre le doigt là où ça fait mal. Et non pas le fil rouge sur le fil rouge et le fil bleu sur le fil bleu. Allez, zou, on part dans quelques instants essayer une voiture qui, elle, n'a pas besoin de garantie de batterie électrique. À tout de suite. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent actuellement à l'écoute d'On Parle Auto sur Sud Radio. C'est le moment de prendre le volant avec l'ami Jean-Luc, un volant que vous pouvez voir en extrait sur la page Facebook de Sud Radio. Il était un peu rapide, notre Anton, ou sur la page YouTube dans la totalité de la vidéo, mais on est avec des petits jolis cerisiers du Japon. Oui, exactement. Voilà, la Dolce Vita, une voiture. Alors, comme c'est demain la journée nationale du véhicule d'époque, eh bien, on essaye aujourd'hui une voiture ancienne. Et quelle voiture ancienne ? Vraiment un des symboles de l'Italie. Quand on la voit, bon, on doute pas. Hein, c'est une voiture italienne, c'est une voiture qui est merveilleuse. Elle est sortie en 1955 au Salon de Paris. Il y avait la DS qui monopolisait l'attention, et à côté de ça, il y avait la Giulietta Speeder d'Alfa Romeo, qui était une évolution faite par Pininfarina de la Giulietta, une voiture révolutionnaire en termes de mécanique, vous allez le voir. Là, on est sur une évolution de la Giulietta, c'est la Giulia qui est sortie en 1962. Pourquoi ? Parce qu'elle hérite du nouveau moteur de la Giulia TI, c'est un 1600 cm3 double arbre à cam en tête. Alors au moment où tout à l'heure, je disais, la DS avait un moteur en fonte avec arbre à cam, etc., latéral. Là, on est à un moteur tout en aluminium, double arbre à cam en tête, soupape refroidie au sodium, culasse hémisphérique, vilebrequin forgé. Enfin, c'est un moteur de voiture de course. Quand il est sorti en 1954, il avait juste 20 ans d'avance, ce moteur. Et il a été produit pendant 40 ans. C'est pour dire qu'il avait vraiment de l'avance. Alors, cette voiture, dessin Pininfarina, elle est belle, quel que soit le côté où on la regarde. En plus, si vous voulez partir en week-end, il y a un coffre qui est assez conséquent. C'est une stricte de place, mais il y a quand même de la place dedans. On est vraiment bien installé. Un détail près, on le verra tout à l'heure quand on roule, c'est que le pare-brise est relativement bas. C'est simple, mais on a tout sous le nez. Vous avez, alors d'abord, un super beau volant. Alors là, c'est pas celui d'origine, il est une jante en bois. Et sur le tableau de bord, vous avez 3 gros compteurs avec le compte-tours au milieu. Vous remarquerez la zone rouge qui est à 7000 tours. C'est un moteur qui chante. Il faut quand même le faire chauffer au départ. Pression d'huile, enfin il y a tout. Voilà, c'est simple, il y a tout. C'est beau. Et quand on démarre le moteur, eh bien, on se retrouve vraiment en Italie. Il y a une sonorité qui est vraiment spécifique. Les petites pédales. Là, je dis pour ceux qui ont la vidéo, articulée un peu comme sur une coccinelle ou une Porsche 911, articulée dans l'autre sens, mais ça freine bien parce que cette voiture dispose, la Giulia à partir de 1964, ça c'est un exemplaire de 1964, dispose de freins à disque à l'avant et toujours des tambours 3 cams à l'arrière, ça freine très fort pour une voiture d'époque. Alors, pour démarrer fastoche, on tourne la clé de contact. Alors que je dis fastoche, ça c'est pas vrai. Hein. Deux doubles carburateurs Weber, faut faire gaffe quand on démarre. On a vite fait de noyer la voiture et à ce moment-là, il faut remplacer les bougies. Donc on démarre et puis on a une nouveauté aussi sur cette Giulia qui était révolutionnaire pour l'époque. On a une boîte 5 entièrement synchronisée avec des synchros Porsche. Ça c'est pour le petit côté rigolo. Ça passe comme une voiture moderne. Et quand je dis comme une voiture moderne, comme les boîtes les plus agréables du marché aujourd'hui. C'est pour dire l'avance mécanique qu'avait cette voiture. Donc quand on démarre avec cette Giulia, il faut commencer par faire chauffer la mécanique. Si vous voulez vraiment arriver dans des vocalises, la Diva doit se chauffer la voix, donc il faut une bonne vingtaine de minutes avant de commencer à pouvoir tirer dedans. Sinon après, vous allez voir, on a quand même une voiture qui est légère, qui fait moins de 900 kg, qui développe dans cette version avec 2 carbu double corps 112 chevaux pour 900 kg. Je vous donne une comparaison. La 205 GTI, elle faisait un peu plus de 980 kg pour 105 chevaux. Donc ça accélère plus fort qu'une 205 GTI de l'époque. Voilà, et surtout, c'est dommage. Alors vous allez absolument aller voir la vidéo sur la page YouTube de Sud Radio parce que vous aurez la musique
du moteur, parce que c'est vraiment une musique. Et là, on le voit sur le compte-tours, pour ceux qui ont les images, le moteur grimpe dans les tours à une vitesse affolante. Sur la page Facebook de Sud Radio. Et le compteur de vitesse de la droite à droite, là, le regardez pas, parce que sinon on va me dire ah là là, vous roulez trop vite. En plus, ça tient la route. En plus, ça tient super bien la route. La direction est extrêmement précise. La voiture, je le précise, a été restaurée parce que le problème de ces vieilles Alfa Romeo, c'est la rouille. Là, il suffit de les regarder pour qu'elles rouillent. Donc il faut, au moment où on l'achète, bien vérifier que les longerons sont en bon état. Là, la voiture a des longerons en acier moderne. Elle tient extrêmement bien la route. C'est vraiment super plaisant à conduire. Et alors je vais vous dire, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Dans cet état-là, en état concours, ça vaut entre 70 et 80 000 euros. Vous allez me dire, bon, c'est quand même super chaud. Mais si vous voulez une Porsche équivalente, ça commence à 160 000 euros, vous voyez. Et moins performante que ça. Donc c'est une voiture, pour moi, c'est toute l'Italie. C'est un concentré de l'Italie des années 50-60. Voilà, il n'y a pas d'autre voiture qui caractérise mieux l'Italie de ces années-là que cette voiture-là. Et puis c'est un joli choix aujourd'hui, puisque vous savez qu'il y a le dernier adieu au pape à Rome. Voilà, donc parler d'Italie en plus aujourd'hui, bravo l'ami Jean-Luc. Exactement, voilà. En plus, elle est blanche. Et en plus, elle est blanche. Voilà. Alors c'est pas la fumée, il n'y a pas de fumée blanche, j'ai remarqué. Donc ça veut dire que les soupapes sont en bon état. Ça, c'est un petit truc pour notre ami Dominique S qui nous écoute, qui nous a envoyé une petite blagounette par SMS. En tout cas, très jolie voiture. Et moi, je sais quand vous venez... Donc demain, c'est la journée nationale des véhicules d'époque. On en parlera tout à l'heure, la journée nationale des véhicules d'époque. Il va faire super beau, il va faire bon. Donc si vous avez des vieilles autos, c'est l'occasion de les sortir demain. Merci beaucoup pour cette jolie balade dans l'histoire. C'était une petite parenthèse. Oui, mais elle est belle. Fleurie même. Vous avez vu au début, c'était beau. Non, mais c'est vrai, quand vous venez avec, moi je suis la première à aller la regarder dans le garage, j'adore. C'est une très très belle auto. J'ai bien compris, vous me la ferez jamais essayer. Si, c'est très facile à conduire. C'est juste compliqué à démarrer. Enfin, c'est pas compliqué, mais il faut savoir. Voilà. Merci beaucoup, l'ami Jean-Luc. Allez, dans quelques instants, on va vous retrouver après cet essai de la semaine que vous retrouvez entièrement. La vidéo fait à peu près combien de temps là pour l'Alfa ? Ça fait 15 minutes. Voilà, 15 minutes sur la page YouTube. Et on entend le moteur surtout. De Sud Radio. On va dans quelques instants continuer évidemment à vous proposer de nous rejoindre au 0826 300 300. On vous donnera la parole bien sûr, mais pas seulement. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et vous allez comprendre que ce sujet nous intéresse tous, vu l'époque que l'on vit aujourd'hui. Peut-on faire confiance ? Les voitures électriques sont-elles plus fiables que les voitures thermiques ? Oui, c'est pas la bonne page. Ça va, Jean-Luc ? Parce que là, pourquoi c'est pas la bonne page ? Non, mais asseyez-vous. Alors, si vous nous écoutez et que vous êtes debout, asseyez-vous parce que ça va vous asseoir, ce qu'on va vous raconter juste derrière. Alors déjà, la question de départ, est-ce que les voitures électriques sont plus fiables que les voitures thermiques ? Normalement, on aurait tendance à penser que oui. On peut penser que oui. Alors, vous allez rester jusqu'à la fin pour le savoir. Voilà. Alors, l'étude a été réalisée en Allemagne par l'ADAC, c'est l'Allgemeiner Deutscher Automobil Club. Jawohl. Tout à l'heure, je vous disais que c'était le plus important d'Europe. Vous savez combien il y a d'adhérents ? Alors, vous nous l'avez dit hors antenne, et avec notre invité Pascal, qui est notre ami carrossier, entre autres, mais aussi spécialiste de la peinture, on est resté quoi ? Oui, il y a 21 millions d'adhérents. C'est une puissance qui lui permet d'effectuer des études statistiques qui ne sont pas à la portée des autres organismes. En France, les Automobiles Club, je ne sais pas combien ils ont d'adhérents, je crois que le plus gros en a 1 million. Donc, vous voyez, ils sont 22 fois plus gros. Donc, ça leur permet vraiment... Mais l'ADAC, c'est pas que l'Allemagne. Si, vraiment... L'ADAC, c'est pas que l'Allemagne. Il y a d'autres pays. Il y a l'Autriche aussi, l'ADAC. Ouais. Mais quand même. En fait, on doit être pas loin de 22 millions aujourd'hui d'adhérents. Donc, ils ont une puissance que personne d'autre n'a en Europe. Donc, quand ils font des études, on peut être sûr que ce qu'ils disent, c'est la réalité. D'ailleurs, ils prennent un peu de recul à chaque fois. On n'a jamais de grosses polémiques avec l'ADAC. Par contre, il y a des choses, vous allez le voir, dans les résultats qui sont vraiment surprenants. D'abord, ils ont identifié, alors ils ont cherché... les principales... l'étude la plus récente s'intéresse aux pannes, quelle que soit la source d'énergie. D'accord. La question qu'on pose, est-ce que les machins, c'était pas la question de départ. Là, c'est les principales causes de panne. Ils ont regardé les causes de panne, quelle que soit la source d'énergie. Bon, la principale cause de panne, ça tombe bien parce qu'on en a parlé il y a 15 jours,
quelle que soit la source d'énergie de la voiture, qu'elle soit électrique, qu'elle soit hybride, qu'elle soit diesel, essence, etc. Laurence, c'est quoi la principale cause de panne? Parce qu'il y a 15 jours, on en a parlé abondamment dans l'émission en disant attention, c'est le moment de faire, prendre exactement la batterie. Voilà, la batterie, c'est 44,9% des pannes. C'est pratiquement une panne sur deux. Non. La batterie. Alors quand je dis la batterie, je parle pas de la batterie de traction des voitures électriques, je parle de la batterie 12 volts. Ouais. Et pourquoi? Alors, moi je vais vous donner des clés. C'est fou ça. Je vais vous donner des clés parce qu'à force de parler avec des fabricants de batteries, des gens qui les désossent, des gens qui les rechargent, les batteries qu'on a dans les voitures aujourd'hui sont de moins bonne qualité que les batteries qu'on avait dans les voitures il y a 20 ans. Pourquoi? C'est une des pièces dans la voiture. Pourquoi? Parce que d'abord, on recycle les batteries. Donc, une batterie fabriquée avec du plomb recyclé aura du plomb de moins bonne qualité. Elle aura du plomb dans l'aile. Aura du plomb, c'est exactement ça, elle aura du plomb dans l'aile. Sera de moins bonne qualité qu'une batterie fabriquée avec du plomb qui n'a pas été recyclé. Première chose. Deuxième chose, c'est bien de recycler les batteries, faire du remanufacturing. Deuxième chose, on cherche à réduire le poids des batteries et on diminue l'épaisseur des plaques de plomb. Et c'est ça qui fait que les batteries d'automobile aujourd'hui durent moins longtemps qu'autrefois. L'épaisseur des plaques de plomb. Tous les manufacturiers de batteries ne procèdent pas ainsi. Il y a certaines batteries qui sont de meilleure qualité que d'autres. On fera d'ailleurs une émission avec quelqu'un qui pourra se fâcher donc avec les fabricants et qui nous dira quelles sont les bonnes et les mauvaises batteries, mais elles ne sont pas du tout... même si vous avez une puissance équivalente, un ampérage équivalent, vous pouvez avoir une batterie qui va durer 2 fois plus longtemps qu'une autre. C'est comme les pneumatiques. Un pneumatique à taille identique, si vous avez un Michelin ou un pneu chinois, ils ne vont pas durer le même temps. Voilà. Et d'ailleurs, on parlera des pneumatiques asiatiques dans notre rendez-vous après. On en parlera tout à l'heure. Autre chose, les voitures sollicitent beaucoup plus les batteries qu'autrefois. Aujourd'hui, vous avez plein de consommateurs d'énergie dans la voiture que vous n'aviez pas auparavant. Vous avez tout ce qu'on appelle un faux divertissement, vous avez toutes les aides à la conduite, tout ça, ça consomme de l'énergie. Et puis de brancher nos téléphones. Beaucoup plus sur la batterie qu'autrefois. Vous avez les fameux stop and start qu'on commence à abandonner, mais qui vont solliciter beaucoup plus la batterie pour les redémarrages. Et puis, vous avez aussi un phénomène qui est lié aux émissions de CO2 des voitures. Alors vous allez me dire quel rapport? Eh ben simplement. Pour baisser les émissions de CO2 des voitures, vous savez que pour charger la batterie, il faut faire tourner l'alternateur. L'alternateur, il pompe sur le moteur, donc ça augmente la consommation. Donc on recharge la batterie au minimum. C'est ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a 15 jours, on vous a dit il faut charger sa batterie de temps en temps parce que le moteur ou l'usage que vous en avez n'est pas suffisant pour recharger les batteries. Donc vous deviez me ramener un chargeur. Voilà. Bon, ça on en reparlera. On en reparlera bientôt. Alors, deuxième cause de panne moteur, c'est les problèmes d'électronique moteur. Okay. Il y a pareil une panne qui n'existait pas il y a 30 ans, mais aujourd'hui dans les moteurs à combustion il y a beaucoup d'électronique. Ensuite après on a l'éclairage, les défauts au niveau des pneus, le système de verrouillage. Enfin bref, c'est presque négligeable. Donc ils ont fait une étude comparative sur déjà quels étaient les modèles qui tombent le plus en panne. Et là, si je vous demande quelle est la marque qui tombe la plus en panne, je suis sûr que vous trouverez jamais. Tesla. Pas du tout. C'est une marque française? Non. Ah. Bravo. Ça peut pas être une marque japonaise? Non. Oh, j'aime pas ce regard. On nous a toujours dit. Si je vous demandais quelle est la marque aujourd'hui la plus fiable, vous me diriez quoi? Toyota. Eh ben voilà, c'est Toyota. Qui tombe le plus en panne. Oui, mais alors tout confondu à cause de leur petite batterie. Exactement, à cause de la petite batterie 12 volts. Et ça, tous ceux qui nous écoutent, qui ont la Toyota, l'ont déjà vécu au moins une fois. Tous ceux qui ont des Toyota hybrides râlent parce que la batterie 12 volts. Alors, évidemment, et en plus, c'est plus grave qu'il y a quelques années. Les Toyota hybrides les plus récentes tombent plus en panne que celles d'il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que pour baisser les émissions de CO2, là vous n'avez pas d'alternateur qui recharge la batterie, c'est le moteur électrique qui en décélération va générer du courant, recharger la batterie de traction, et on prend l'énergie sur cette batterie de traction pour recharger la batterie 12 volts. Mais cette énergie, on préfère l'utiliser pour faire avancer la voiture que pour recharger la batterie de 12 volts. Donc la batterie de 12 volts, on la maintient à un niveau acceptable, mais on la charge jamais complètement. Et c'est ce qui fait que quand on veut démarrer le matin. Voilà, vous laissez votre voiture une semaine sans rouler, vous voulez démarrer le matin, vous êtes en carafe. Même pas qu'une semaine. Moi, j'ai plein de potes qui se sont fait avoir au bout de 2 jours. Mais Toyota réagit en disant mais ils le connaissent le problème. C'est Prius surtout, non?
Non, toutes les Toyota hybrides. Okay. Ils le connaissent, le problème. Ça fait 30 ans. Il existe depuis les débuts de la Prius, justement, en 1997. Donc, le problème, ils n'ont rien fait jusqu'à présent. Moi, je suis le premier à râler puisque je suis victime de ça aussi. Et là, ils réagissent en disant... Alors, évidemment, ils se font épingler par la DAC. Bah oui. 22 millions de... Donc là, bon, on leur dit, les Toyota sont les moins fiables. C'est la première fois qu'on dit les Toyota sont les moins fiables. Donc, vous imaginez, le constructeur a réagi, s'est fendu d'un communiqué officiel en disant, ne vous inquiétez pas, on va mettre des batteries de plus forte capacité, de meilleure qualité. Et ce qu'ils n'ont pas dit, c'est qu'ils vont peut-être changer le protocole de charge de la batterie pour la recharger plus et tomber moins souvent en panne. Donc ça, c'est la première chose. Alors, ensuite, ils ont comparé, ils ont regardé, bon, on a compris, les pannes de batterie, ça concerne tout le monde, que ce soit les voitures électriques ou les voitures thermiques. Et pour ceux qui nous rejoignent, on rappelle qu'on est en train de décrypter l'étude de l'ADA qui recense les pannes des voitures, tout compris. Est-ce que les voitures électriques sont plus faibles que les voitures thermiques? Vous le saurez avant la fin de cette chronique. Voilà. Alors, les voitures électriques. Penchons-nous sur les voitures électriques. Alors, par rapport à 2015, il y a eu une augmentation assez spectaculaire du nombre de pannes de voitures électriques. Bon, l'explication... il y a plus de voitures électriques sur le marché. Exactement, il y a plus de voitures électriques, donc il y a plus de pannes de voitures électriques. Alors ceux qui sont là en train de se dire « Ouais, je vous l'avais dit, les voitures électriques, ça tombe plus en panne. » Ça tombe sous le sens. Non, donc elles tombent plus en panne parce qu'il y en a plus. Maintenant, si on compare au nombre de voitures en circulation, il y a beaucoup moins de pannes de voitures électriques que de pannes de voitures thermiques. On s'en doutait un petit peu, puisque sur une voiture thermique, il y a plein de pièces mécaniques en mouvement dans le moteur. Sur une voiture électrique, un moteur électrique, c'est assez rare que ça tombe en panne, quoiqu'il y a certains cas chez des constructeurs français qui commencent par un R et qui finissent par un T, où il y a eu beaucoup de remplacements de moteurs, avec une technologie de moteur synchrone bobiné. Oui, question de Laurence P. de Paris. Oui. Là, l'étude, elle est faite sur tout le parc roulant que la DAC a... Elle est faite sur un parc roulant qui a 3 ans. C'est-à-dire, pour avoir un vrai truc. Une vraie comparaison, ils ont dit... 3 ans. On prend 3 ans de production automobile. Donc, en plus, c'est des véhicules récents. Alors, il y a ça aussi. Quand on compare la fiabilité des voitures électriques par rapport aux voitures thermiques, évidemment, il y a des vieilles voitures thermiques, il n'y a pas de vieilles voitures électriques. Donc là, ils ont pris les 3 ans. Ils ont pris 3 ans, ils regardent sur 3 ans et ils comparent sur 3 ans. Donc on a un pourcentage de panne qui est beaucoup plus faible sur les voitures électriques que sur les voitures thermiques. Alors, je cherche le chiffre, je vous le donne. Dès que je l'ai trouvé dans mes notes, 9,4 pannes pour les moteurs à combustion sur 1000 véhicules et seulement 3,8 pour les voitures électriques. Donc on a pratiquement 3 fois moins de pannes sur les voitures électriques que sur les voitures thermiques. Je peux réagir à quelque chose. Yes. Ce que je trouve dingue, c'est que les voitures, elles ont 3 ans max et elles sont déjà en panne. Moi, franchement, ça me dépasse. Non, mais vous avez compris, Laurence, on a dit la batterie 12 volts, première source de panne. Même une voiture neuve. Mais si on la met de côté, si on met le côté le problème des pannes batterie. Non, là, on considère toutes les pannes. Oui, mais là... donc comme on considère toutes les pannes, nous, entre vous et moi, à l'antenne de Sud Radio, on parle auto. Moi, j'achète une voiture, dans moins de 3 ans, elle tombe en panne, pour quelle que soit la raison, et je ne parle pas de la batterie électrique, ça m'énerve. Ah oui, c'est normal, mais en numéro 1, c'est la batterie. Oui, voilà. Ça, ok, j'ai compris. Voilà. Donc, alors après, c'est ça qui explique le 9,4 pannes pour 1000 véhicules qui circulent. La moitié, c'est à cause de la batterie. Et on va le redire, si vous ne faites que des petits trajets, vous êtes pratiquement sûr de tomber en panne. Donc, investissez dans un chargeur de batterie et une fois par mois, vous mettez votre batterie à charger. Une fois par an, vous mettez votre batterie à reconditionner. Vous allez la garder plus longtemps. Et surtout, vous n'allez pas tomber en panne. Alors, on parle pas, ils sont pas allés dans le détail, après, dans les motorisations thermiques, de quel moteur tombait le plus en panne que les autres, mais on peut avoir une petite idée. Ils en parlent à un moment dans l'étude. Heureusement, il y a des traducteurs qui sont assez efficaces en ligne, mais même en allemand, j'avais compris qu'il y a un truc qui commence par 1,2 litre et qui est souvent concerné par des pannes. Je n'en dirai pas plus parce qu'après on me dit « Ah ouais, toutes les émissions, tu les charges, je les charge, mais oui. » Charger la batterie. Et donc, dans les autres donc
Alors on a dit tout à l'heure, c'est l'électronique en deuxième, donc les voitures électriques ou les voitures thermiques sont concernées, et puis ensuite après, fiabilité des pièces mécaniques, et là les voitures électriques ne sont pas concernées, c'est pour ça qu'elles sont 3 fois moins en panne, si vous devez retenir un chiffre. 2 chiffres, la batterie principale source de panne, batterie 12 volts, une panne sur 2, et les voitures électriques 3 fois plus fiables que les voitures thermiques. Et puis une dernière chose dans votre étude, c'était les systèmes de verrouillage. Oui, les systèmes de verrouillage aussi, oui, qui sont de moins en moins fiables. Ça, il faut aussi le souligner maintenant quand même. Et une bonne vieille clé avec une vieille serrure, finalement, ça tombe pas en panne. Non, c'est exactement cela. Bon, voilà, on a fait un grand tour d'horizon de cette étude qui a été menée par l'ADAC, une des plus grandes associations, 21 millions d'abonnés à cette association, et qui a mesuré sur les 3 dernières années les problématiques de panne versus voiture thermique, voiture électrique. Bon, c'est une étude allemande, il précise à la fin que les modèles BMW, Audi, mais aussi le reste du groupe Volkswagen, sur le long terme, sont finalement plus fiables. Allez, dans quelques instants, c'est le retour de l'info sur Sud Radio, et après nous allons faire un grand écart, et non pas 2 grands écarts, entre l'info et le pneu qui arrivera dans quelques instants. Et nous allons évidemment parler, puisque nous sommes en plus aussi demain sur les journées du patrimoine, nous allons en parler, mais nous allons aussi à la fin de l'émission... Les journées du patrimoine, c'est la journée nationale du véhicule d'époque. Oui, pardon, patrimoine c'est au mois de septembre. J'allais dire patrimoine automobile, et puis j'ai pas été au bout de ma phrase. Nous allons également, nous allons nous promener au Castellet à la fin de l'émission. Exactement, on va aller voir Renault qui fête les 20 ans de son titre de champion du monde des constructeurs en Formule 1, et ils ont amené une collection de Formule 1 sur le circuit du Castellet, qui est un circuit juste magnifique, et ces voitures, alors il y en a en exposition, mais surtout il y en a qui prennent la piste, vous allez pouvoir les entendre tourner, et certaines aux mains de pilotes renommés. On aura normalement avec nous tout à l'heure René Arnoux qui prendra le volant, je crois que c'est d'une RE40, donc un des modèles bien. Renault. Il a gagné nous sur Sud Radio. Oui, il a gagné au Castellet. On évoquera avec lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous savez, les premières F1, Renault a amené le turbo en Formule 1. Les premières F1 turbo, c'était assez spécial à conduire. J'aimerais justement avoir ce retour d'expérience avec le recul, comment il voit ça. Très bien. On parlera aussi d'autres sujets, comme dans quelques instants, parlons pneus, parlons pneus. Les pneus asiatiques, est-ce qu'on peut leur faire confiance? En tout cas, faut pas dire asiatiques, attention, les pneus premier prix, parce que il y a des pneus asiatiques chez les Japonais ou les Coréens qui sont des pneus premium, et il n'y a pas de souci avec les pneus low cost, en l'occurrence. Disons-le, chinois, est-ce qu'ils sont bien ou pas? Vous verrez que la réponse, on s'en doute un petit peu. Alors, c'est pas tous les produits chinois. Souvenez-vous, il y a quelques années, en disant quand c'est chinois, ça part à la poubelle direct. Aujourd'hui, il y a des produits chinois qui sont très haut de gamme. Vous avez sans doute un iPhone, il est fabriqué en Chine. Il n'y a pas de problème de fiabilité avec ça. Même les voitures électriques chinoises, les dernières voitures chinoises que j'ai essayées, ça fait peur parce que elles sont vraiment très bien. Et là, c'est le grand salon à Shanghai, le salon de l'automobile de Shanghai, et c'est exceptionnel. Tous mes amis qui sont là-bas, dans le milieu de l'automobile, me disent Lolo, il faut qu'on se prépare. On va prendre il y a longtemps qu'on sait. Monumental. Mais là ça va. Puis ils vont vite. Bon, et puis on a parlé de la fameuse journée nationale des véhicules d'époque. On en parlera en détail bien sûr. Et puis bien évidemment vous au 0826 300 300. Vous continuez de réagir sur la page Facebook de Sud Radio avec gentillesse. C'est cool. On aime bien quand vous êtes gentil. Et puis sinon vous nous appelez au 0826 300 300. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Est-ce que vous connaissez 1001 pneus? Eh bien, on va en parler bien sûr avec Maxence Membré, qui est directeur des achats, mais on va surtout évoquer le fait de faire confiance ou non aux pneus premier prix. Bonjour Maxence. Bonjour Maxence. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Alors 1001 pneus déjà pour commencer. C'est un magasin sur Internet où on peut tout acheter en termes de pneus? Tout à fait. En fait, 1001 pneus, on est ce qu'on appelle un pur payeur, c'est-à-dire que nous ne sommes présents que sur Internet, donc un site internet sur lequel vous pouvez trouver tous les pneus, que ce soit pour votre voiture, votre 4x4, votre camionnette, votre poids lourd, votre moto, votre scooter, votre quad, et on fait même des pneumatiques vélo. Formidable. Voilà. Merci Maxence. Au revoir. Non, j'allais vous poser une question qui pour moi est importante. Est-ce que 1001 pneus appartient à un manufacturier ou pas?
Non, Michelin Pneus. Donc vous êtes indépendant, voilà. On est 100% indépendant. Voilà, d'accord, c'est important de le dire parce que c'est important de le dire parce que il y a certains pure players qui appartiennent à des grandes maisons et donc ils seraient plutôt tentés de vous vendre les pneus de la maison mère. Voilà. Ça, c'est ça. Maintenant, vous ferez votre propre opinion. Alors donc vous vendez. Alors ça m'a surpris. Aujourd'hui, il y a un pneu sur deux vendu par Michelin Pneus qui est un pneu 4 saisons. Alors. Pas tout à fait. Pas tout à fait. D'accord. On est sur 40% sur les pneumatiques de tourisme. En effet, on est sur quasiment un pneu sur deux et un pneumatique 4 saisons. D'accord. Donc vous vous êtes dit, tiens, dans les pneus 4 saisons, on vend également beaucoup de pneus premier prix. C'est quoi le pourcentage ? Eh ben, sur les pneumatiques 4 saisons que nous vendons, on a à peu près la moitié des pneumatiques qui sont des pneumatiques, on va dire, budget ou premier prix. D'accord. Donc là, vous vous êtes dit, bon, on en vend beaucoup. Maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse arriver à juger ces pneus-là. Donc, vous avez pris armes et bagages, vous êtes parti sur le circuit de l'Oéac. Et là, en Bretagne, l'Oéac en Bretagne, ouais, vous avez décidé de monter. Alors, quel type de pneus ? Alors, je vais parler du véhicule parce que je le connais. Une Toyota GR86, on est limite voiture de sport. C'est pas une voiture, c'est pas une supercar, mais je peux vous dire que ça envoie du lourd. Ouais, ça marche déjà bien. Et là, vous avez monté alors quoi comme pneu sur cette GR86 ? Alors nous, l'idée, c'est vrai que fort de ce constat où on a une forte augmentation de la part de pneumatiques 4 saisons qui sont vendues depuis notamment la période post-Covid, et on est assez effaré de voir le nombre de pneumatiques budget que nous vendions en pneus 4 saisons, et on a voulu tester donc avec une chaîne YouTube, Le Vendeur Automobile et Nicolas Roland, on a voulu faire un essai entre des pneumatiques premium, donc en l'occurrence c'était des Bridgestone Turanza All Season 6, comparé à un pneumatique budget. Et je ne citerai pas la marque, mais à l'époque j'avais pris le pneumatique qui était le moins cher, et on était finalement un pneumatique qui était 2 fois moins cher que le pneumatique Bridgestone, et sur lequel nous avons fait des essais donc sur le circuit de l'Oéac avec Nicolas Roland, donc le vendeur automobile, mais également Yann Lejossec, des essais de freinage sur sol sec, freinage sur sol mouillé, test d'évitement sur sol sec, test d'évitement sur sol mouillé, et un essai en dynamique qui nous a permis de juger les différences entre les deux pneumatiques. Et alors ? Je pense que... non, mais c'est bien de le dire. Il faut le dire. Tout le monde se dit, non mais maintenant ce qu'on veut, c'est mesurer l'ampleur du désastre, si j'ose dire. C'est ça. Nous, ce que l'on avait mesuré, on n'avait pas pris de mesures directes. On voulait justement que ce soit visuellement parlant pour ceux qui suivent la chaîne YouTube. Mais on avait à peu près une voiture d'écart, notamment sur le freinage en ligne droite, que ce soit sur le sol sec ou sol mouillé. Donc une voiture, on est entre 4 et 5 mètres. Et sur la partie évitement, on retrouve avec des distances qui sont encore plus élevées et surtout une latence, une manque de réactivité, manque de performance du pneumatique premier prix. Ouais. Donc alors pour compléter ça, parce que vous savez, tous les ans il y a le Touring Club suisse qui fait des tests de pneumatiques à grande échelle cette fois avec alors je crois que c'était sur des Golf, mais là ils testent une vingtaine de marques de pneus, dont des pneus chinois low cost. Et cette année c'était du 225 40 R18. C'était quoi la taille que vous aviez vous sur la voiture? On était en 2,15 45 18. Ouais, donc des pneus assez courants. Ouais, des pneus assez courants. Là, ils testaient des pneus été. Pareil, les résultats. Alors, vous disiez une voiture d'écart. Eux, en freinage à 90, ils sont à 17 mètres de différence. Vous voyez, donc, 17 là, mètres. vous avez un autobus plus une voiture d'écart sur du pneu été. Donc, en fait, la conclusion de tout ça, c'est attention quand vous achetez un pneu budget, vous n'êtes pas sûr d'abord de rouler en sécurité, et puis c'est pas forcément une bonne affaire non plus financièrement. Bah non. Non, pas du tout, puisque c'est vrai que si un pneumatique budget coûte en moyenne moins cher, 2 fois moins cher qu'un pneumatique premium, c'est un pneumatique qui va soit faire beaucoup moins de kilomètres qu'un pneumatique premium, soit faire autant de kilomètres, mais dans des conditions de sécurité qui sont absolument déplorables. Ouais. Donc, la question à se poser, c'est est-ce qu'on veut acheter un pneumatique ou est-ce qu'on veut acheter un prix ? Et tout finalement va dépendre de l'utilisation et du besoin que vous avez. Il y a aussi le fait que malheureusement certains de vos auditeurs ont probablement des véhicules
assez anciens qui ne peuvent pas s'équiper en pneumatiques premium et qui ne trouvent leur bonheur que sur des pneumatiques quality. Ça peut être des véhicules de collection, ça peut être également des pneumatiques remorques ou autres. Donc là, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais quand on a le choix pour des dimensions les plus courantes, si aujourd'hui l'évolution du coût de l'énergie, du coût de la main-d'œuvre fait que les pneumatiques premium majoritairement fabriqués en Europe ont vu leur coût devenir de plus en plus important. Je rappelle que notamment nous, chez Michelin Pneus, outre les pneumatiques premium et les pneumatiques budget, on s'efforce d'avoir une offre la plus complète possible avec énormément de marques qu'on va appeler des marques quality. Vous en aviez cité quelques-unes comme Kumho, comme Nexen, comme Firestone, qui sont des marques qui proposent un très très bon rapport qualité-prix. Ouais. Entre les performances du produit et le prix d'accès. Bon, en plus, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est l'augmentation de la consommation, parce qu'avec un pneu budget, vous risquez d'avoir une consommation qui est plus élevée, et au final, sur la durée de vie du pneu, ça va vous coûter en carburant le différentiel que vous aviez payé au départ. Donc mauvais calcul. Oui, tout à fait. Alors pour cela, il est assez facile pour les clients de se repérer, puisqu'il y a un labelling européen qui est sur l'ensemble des pneumatiques, et notamment la résistance au roulement, donc finalement l'efficacité énergétique du pneumatique et donc la consommation de carburant ou d'énergie dans le cas d'un véhicule électrique se retrouve notée par une lettre qui va de A à D, et forcément même si on peut trouver des pneumatiques budget en lettre A, la majeure partie des produits efficients en carburant sont des marques premium ou des marques quality. D'accord. Combien de pneus sur 1001 pneus au total, vous le savez ou pas ? Vous les comptez le matin quand vous vous levez ? Non. Non, en ligne, on a à peu près 55 000 pneumatiques différents en ligne, à peu près tout le temps, entre 55 et 60 000 pneumatiques différents disponibles. D'accord. Je peux vous poser une question économique. Les gens qui achètent chez vous, vous avez constaté qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent des pneus à moindre budget ? Oui, tout à fait. Malheureusement, c'est une tendance marché. Le pneumatique budget, il y a quelques années, représentait moins de 10% du marché. Aujourd'hui, on l'estime entre 20 et 30% du marché. Il y a plusieurs facteurs. Si on regarde les chiffres de l'ETRMA, donc ceux qui gèrent les pneumatiques et le caoutchouc en Europe, disait sur les 223 millions de pneumatiques qui ont été vendus en Europe l'année dernière, il y a eu 154 millions de pneumatiques qui ont été importés dans les ports européens, dont 110 millions venant de Chine. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure justement, Jean-Luc, tout ce qui vient de Chine n'est pas acheté. Il y a des pneumatiques premium et énormément de choses premium qui sont fabriquées en Chine. Néanmoins, on sait que la majeure partie des enveloppes chinoises qui viennent sur le territoire européen sont des pneumatiques budget, pas chers, de qualité variable. Ouais. Voire de mauvaise qualité, moi je peux le dire, puisque alors vous irez voir aussi sur les essais du Touring Club Suisse, il y a carrément des pneus qui déconseillent totalement à l'achat. Donc là, ça veut dire qu'à partir du moment où on achète un pneu comme ça, on sait qu'on est en danger. C'est un petit peu. Belle maman, je vous ai changé les pneus sur votre voiture. Vous allez voir, ça va bien se passer. Ça, c'est un très bon exemple. On le voit de plus en plus. Attention à vos auditeurs qui seraient en recherche d'un véhicule d'occasion, que ce soit d'ailleurs chez un concessionnaire ou envers un particulier, avec 4 pneumatiques neufs. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des soucis sur les parcs automobiles avec des valeurs résiduelles de retour de LOA ou LDD qui sont très élevées par rapport au prix du marché. Donc derrière, tout le monde est tenté de vouloir rogner sur les frais de remise en état du véhicule et se retrouver avec un véhicule qui a 2-3 ans, un SUV puissant avec 4 pneumatiques budget, c'est pas forcément c'est pas un bon calcul, souhaitable. Ouais. Non, pas du tout. Bon, voilà. Une dernière question. De Renaud sur la page Facebook de Sud Radio, avant de vous abandonner, de vous souhaiter un bon week-end. Pourquoi une TVA de 20% alors que c'est un organe de sécurité, si ce n'est le premier organe de sécurité du véhicule ? C'est le premier organe de sécurité du véhicule puisque c'est le seul élément qui vous relie à la route. Oui, mais pourquoi dans la question, c'est pourquoi une TVA à 20%? Je n'ai absolument pas la réponse. Non, mais c'est une vraie bonne question. Monsieur le ministre des Finances, on attend une réponse. On vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maxence. Merci à vous. Excellent week-end. Au revoir.
Maxence Membré, directeur des achats de 1001 pneus, qui était sur Sud Radio aujourd'hui. Allez, à suivre, vous, au 0826 300 300, et vous continuez de nous écrire pour vous poser vos questions. Et dès qu'on a l'occasion, on vous rappelle, pour que ce soit fait en direct, vous nous écrivez je participe @sudradio.fr. Vous mettez on parle auto dans l'objet et toutes vos coordonnées, y compris votre numéro de téléphone, pour qu'on vous rappelle. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus. Parlons bureau. Et restez en notre compagnie, car dans quelques instants, on va parler de la fameuse journée nationale des véhicules d'époque. Mais tout de suite, on donne la parole à Rémi qui nous accueille et qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre week-end. Bon, de rien, ça fait plaisir d'avoir une émission de voiture qui parle de voiture et pas que de voiture électrique. C'est cool. Oui, on parle pas que de voiture électrique. Hein. Heureusement. Vous savez, on n'est pas monoculture. Moi, je déteste la monoculture. Pendant des années auparavant, et vous y faisiez référence, j'étais sur une autre radio et j'ai fustigé le tout diesel pendant des années parce que c'était ridicule. Aujourd'hui, je trouve que le tout électrique est aussi ridicule que le tout diesel de l'époque. Voilà. Bon, on y va gentiment, mais ça s'adapte pas à tout le monde. Et il y aura, je suis prêt à le parier avec les gens qui écoutent. De toute façon, 2035, la clause de revoyure, c'est l'année dernière, ça va être repoussé. Et il y aura des solutions. Il faut faire confiance aux ingénieurs. Il y aura des solutions pour avoir des véhicules décarbonés autrement que électriques. Tout à fait. Voilà. Rémi, on espère bien. après cette on espère bien, mise en bouche, on vous écoute par rapport à votre question. Eh bien, justement, comme précisait notre ami Luc à l'époque où il officiait sur notre radio, il avait expliqué, a priori, que sur les moteurs Toyota, on pouvait éventuellement fonctionner directement au bioéthanol, car c'était les mêmes moteurs qu'au Brésil, par exemple, et qu'hormis les bougies qui éventuellement étaient un peu sèches, mais que c'était compatible, il n'y avait pas à faire une transformation du véhicule pour mettre du bioéthanol et savoir si c'était un bon souvenir ou est-ce que je me suis trompé éventuellement. Alors j'ai dû effectivement dire ça. Si vous allez voir votre concessionnaire Toyota et que vous lui dites ça, alors soit il vous traite de fou, soit je sais pas, il vous met un coup de casserole sur la tête. En fait, la position officielle de Toyota, c'est les Toyota ne sont pas adaptés pour rouler au superéthanol E80.
14. Et vous le savez, tous les ans, il y a la fameuse Journée nationale du véhicule d'époque. Alors, on va en parler avec notre invité, Fabrice Rethofer, qui est responsable de cette journée auprès de la Fédération française des véhicules d'époque. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour, bonjour. Et alors, on a avec nous... 9e année, quand 9e même. année. Ah bah 9, c'est bien, c'est demain, j'aime bien le 9. Ouais, 9e édition. On a avec nous depuis le début de l'émission, alors je fais une petite parenthèse, Fabrice, Pascal qui est avec nous. Et Pascal, c'est un passionné. Alors d'abord, Pascal, carrossier, on le rappelle. Moi, j'ai rencontré Pascal... je vais l'attacher d'ailleurs. Attends, tu vas le garder. Je vais le garder. J'ai rencontré Pascal sur Équipe Auto, parce que c'est un salon que j'aime beaucoup. C'est Pascal Sorvillo. Il travaille entre autres pour les peintures Palina, qui est une maison de peinture italienne. Et on discutait avec Pascal et avec toi, Jean-Luc, c'est que Pascal est un passionné aussi de véhicules d'époque. C'est pour ça qu'on fait une petite parenthèse. Donc il peint des voitures, mais il en a aussi. Il en a aussi. Alors vous avez refait une SM, c'est ça Pascal? Bonjour. Bonjour Pascal. Vous allez bien? Vous savez où est-ce qu'il a fait ses études, Pascal? Ah, Jean-Luc, une question à 2 euros. Au Garac. Oui. Au oui, Garac, monsieur. on sera en direct du Garac. La grande école qui est à Argenteuil. Alors, vous avez fait une... La FFE est partenaire du Garac. Eh ben oui, Pascal, il nous parle d'un temps, il y a quoi? Il y a 20 ans, 30 ans? Il y a plus que ça. Vous avez repeint une SM et vous avez entièrement reconstruit quelle voiture? La vôtre? La Volkswagen Eltis. D'accord, un engin un peu militaire. Ouais. Militaire. Un peu. Alors c'est plus facile à peindre, ça. On peut le peindre au pinceau presque. Non, ça. Ouais, on peut peindre ça de toutes les manières. Voilà, parce que moi j'ai vu dans la cour de caserne un moment où on repeignait des véhicules militaires, ça se faisait au rouleau, donc on n'est pas dans une cabine de peinture. Au pistolet. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Est-ce que vous êtes un passionné, vous me le disiez, Pascal? C'est de redonner une seconde vie, Dans la carrosserie, il y a un côté esthétique. Et moi, j'ai commencé par la mécanique. Et je me suis après parti sur le côté carrosserie et notamment après peinture, parce que c'est vrai, il y a un côté esthétique et quand on aime l'esthétique, c'est de l'art. La première chose qu'on voit. On pourrait dire hein. ça comme ça. C'est ce que les gens demain exposeront à la Journée nationale du véhicule d'époque, parce que le but, Fabrice, c'est ça. C'est demain tous ceux qui ont des véhicules anciens, c'est de les sortir, les montrer. En plus, il va faire beau partout. C'est le moment d'en profiter. Voilà, exactement. Oui, donc on a sur notre site. Donc internet, sur le site de la JNVE, de la FFVE, la Journée nationale du véhicule d'époque, plus de 290 événements déjà de référencés. Wow. Donc dans chaque région de France, vous choisissez votre région et vous pouvez aller d'une manif à l'autre tout au long de la journée. Après, l'idée de la manifestation, c'est pour faire donc sortir toutes ces autos, 2 roues, 4 roues, etc. Mais c'est aussi, vous pouvez très bien, vous, à votre niveau, comme monsieur qui est carrossier, Pascal, sortir sa Volkswagen tout au long de la journée demain, utiliser son Volkswagen Iltis. Vous voyez, je veux dire, c'est aussi une manière de contribuer à l'essor de la Journée nationale du véhicule d'époque. C'est-à-dire que de rouler avec son véhicule de collection pour faire des petites courses ou aller voir la famille ou passer un dimanche en ancienne et laisser la voiture moderne au garage. Qu'est-ce qu'il y a comme événement un peu remarquable? On peut avoir 2-3 exemples parce que il y a évidemment des petits rassemblements, mais il doit y avoir des choses un peu plus importantes. Oui, alors dans chaque grande région, il y a des choses qui se passent. Chez nous, par exemple, en Alsace, on a un petit rendez-vous chez Autocar Ancien de France à Wissembourg. Donc d'abord, on fait une petite balade d'1 heure et demie entre 200 et 300 véhicules quand même qui participent. C'est assez sympa. Après, ça peut se faire sous forme de bouchon. Donc il y a le bouchon de Saint-Avold qui est en Lorraine, département 57. Alors il y en a qui vont. On roule pas beaucoup. Mais bon, pour une fois, ça râle pas les bouchons. Donc il y a des gens qui vont exprès dans un bouchon pour revivre ce qu'on vivait il y a quelques années avec les nationales, quoi. C'est triste, Bon, ça peut être rigolo si la voiture chauffe pas. C'est l'occasion de se voir, de se rencontrer le but c'est ça, c'est de se rencontrer et partager la même passion. Ouais, il y a aussi des bourses expositions, on peut échanger, trouver des pièges. J'en ai été un pour vous, Laurent, c'est le club Les Chevronnés de Bourgogne qui propose dans le parc du château de Vignoles à Beaune une bourse exposition. Une bourse d'échange, oui. Moi je vais peut-être pas y aller pour les voitures là. Non mais il y a des beaux millésimes. C'est clair. Il y a combien d'adhérents auprès de la Fédération française des véhicules d'époque, Fabrice Rethofer, vous qui êtes responsable? On rassemble à peu près
220 000 personnes et à peu près 800 à 900 000 véhicules, quoi. Donc, vous voyez, SFVE, c'est quand même une sacrée force, quoi. Ouais. Vous, à titre, demain, à titre perso, demain, vous allez sortir quoi? Parce que j'imagine que vous êtes aussi collectionneur. Bien sûr, une Citroën Traction qui est bon FFI, hein, qui a été fait pour les 80 ans, puisque on sort aussi nos véhicules pour des commémorations. C'est aussi un devoir de mémoire, si vous voulez. Donc c'est l'occasion de sortir aussi nos anciennes. Donc la Traction est encore dans sa livrée FFI. Et sinon, ma femme viendra avec les enfants en Morgane. Oh, c'est bien ça. Voiture anglaise ouverte, voilà, en 4 places. Et vous, l'ami Jean-Luc, vous, puisque on va sortir les anciennes, vous allez sortir? J'avais sorti l'Alfa. Moi, je vais sortir. Moi, je sors dans la rue. Ça y est, ça fait expo d'ancienne. Hein. Voilà. Merci d'avoir compris mon humour à 2 balles. Je vais rester non, sur le sérieux, trottoir. vous allez sortir quoi? Je pense que, alors je sais pas encore, mais alors déjà, alors je vous raconte ma vie, mais c'est vrai que je change la pompe à essence de la Porsche cet après-midi, qui est une ancienne aussi, hein, donc je vais peut-être rouler avec pour voir si ça marche bien. D'accord, c'est bien, voilà. Très bien. On peut effectivement, on retrouve tous les renseignements sur le site internet. Bien sûr. Il y a un événement particulier ou pas cette année ou non? Il n'y a pas une grande thématique. Si vous êtes du côté de Dijon, il y a. Oui. Par exemple, il y a une montée historique à Laon, et c'est une balade et un spectacle musical en même temps. Vous voyez, donc c'est assez varié. Il y a une randonnée avec roadbook dans le Médoc, à Sissac, département 33. Ça c'est sympa aussi comme région. Et voilà, donc après il y a plein de choses. Hein. Il y a du statique comme du dynamique. Tout à fait. Vous avez le rallye d'Aumale qui a lieu demain aussi en région parisienne, qui fête en plus. Qui est un très très bel événement à côté de Chantilly. Oui, tout à fait. Au Polo Club. Je sais que j'ai des amis qui y vont, donc je peux vous dire, vous allez voir des belles autos. Souvent, les gens qui ont des anciennes, tiens, je demandais aussi à notre ami Pascal qui est avec nous, Pascal Sorvillo, qui est pas seulement carrossier, hein, c'est aussi le directeur commercial d'une maison italienne de peinture spéciale carrosserie qui s'appelle Palinal. Vous faites partie d'un club ou pas avec vos anciennes? Je fais partie d'un club de 4x4. Adrénaline 4x4. Ah ben voilà, comme ça je passe le bonjour en même temps. Si vous nous écoutez. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que généralement quand on a une ancienne comme ça, on fait partie d'un club obligatoirement ou pas seulement? Fabrice Rétoffer? Non, pas forcément. Pas forcément. Moi, je fais pas partie de club. D'accord. Oui, parce que vous êtes hors format, vous êtes hors contrôle. On a quelqu'un qu'on connaît, le monsieur François Alain. Là. François Alain, il est à Manicourt. Il est à Manicourt. Alors aujourd'hui et demain pour les Classic Days à Manicourt. Oui, c'est vrai qu'on a les Classic Days. Là-bas, ils fêtent les 60 ans de la Peugeot 204. Ah, je l'aimais bien aussi, celle-là. Voilà. Mais puis elle n'avait pas le moteur 1,2 litre. C'est fou, hein. Ça a déjà 60 ans, plus de 204, une automobile dite moderne encore il y a quelques années. Ouais. Non mais on a un joli patrimoine. Alors en tout cas voilà, vous n'hésitez pas. On a inventé l'automobile en France, voilà, il faut le dire, c'est tout. Exactement. Merci Fabrice Rétoffer, responsable des journées nationales. Je vous encourage à aller sur notre site, à nous acheter nos plaques de rallye qu'on a fait faire pour l'occasion. Super. Tous les bénéfices iront à Andy Rallye Passion. Donc je voulais un peu mettre en avant ce côté-là aussi. On est là pour faire du bien aux gens tout au long de la journée, et on essaye d'emmener des gens en situation de handicap aussi avec Andy Rallye Passion pour leur faire profiter de notre belle passion. Allez tous sur le site de la Fédération française des véhicules d'époque pour voir d'abord tout ce qui se passe en France demain sur ces journées nationales près de chez vous, et vous achetez la plaque pour Andy Rallye Passion. Merci beaucoup. Merci Fabrice. Merci d'avoir été avec nous, et bien évidemment on aura le plaisir de vous retrouver prochainement. Allez, dans quelques instants, on fait une pause et puis on va se promener du côté du Castellet, puisqu'il y a le Grand Prix de France historique et on a de jolis invités avec nous en direct, donc restez bien dans notre compagnie. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et nous arrivons dans le dernier quart d'heure de notre rendez-vous On parle auto. Tout de suite, on file au Castellet, puisqu'il y a le Grand Prix de France historique du Castellet. C'est Gilles Mériadec que nous accueillons, directeur de The Original Renault, la collection. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour. Comment ça va? Laurence, il y a 20 ans, quand vous aviez 15 ans, est-ce que vous vous souvenez du titre de champion du monde des constructeurs obtenu par Renault en Formule 1? Non. Non, vous vous souveniez pas? Non. Voilà. C'est pour ça que vous êtes là-bas, pour fêter ça, Gilles.
Exactement, on fait pas que ça, on a un gros rassemblement donc avec plusieurs événements. On présente déjà la Renault 5 Turbo 3E en avant-première au public après l'avoir présentée à la presse. Donc elle est présentée juste à côté du podium avec une équipe de vente. Elle va rouler ou pas ? Non, elle va pas rouler. Elle est en exposition pour l'instant. Pourquoi ? Voilà, parce que c'est un petit peu tôt, mais déjà on la présente au public pour la première fois et c'est au Castellet que ça se fait, donc c'est vraiment bien, on est très satisfait de ça. On a un deuxième événement, on l'avait annoncé sur votre plateau, Rétromobile, qui a lancé un réseau de garages spécialisés dans la restauration de véhicules. Et ben ça y est, on y est, on fait leur première réunion. Ça, c'est génial. Voilà, on a les 22 premiers garages qui sont ouverts, qui sont en place, qui sont en ligne. Et donc on les réunit, on profite de cet événement au Castellet pour les réunir pour la première fois. Donc on est très fiers aussi de ça. Gilles, on va reprendre le temps, 3 secondes et demie, de bien réexpliquer à tous ceux qui écoutent peut-être pour la première fois Sud Radio et en l'occurrence qui n'étaient pas avec nous sur Équipe Auto. Ils vont copier 100 fois, je dois écouter plus souvent. Oui, d'accord. Ce que vos originales, les fameux garages, dont notre ami François A est l'un des parrains. Exactement. C'est-à-dire qu'on a lancé avec François, et d'ailleurs il intervient sur plusieurs vidéos sur nos sites, on a lancé un réseau de nos garages Renault qui se sont spécialisés dans la restauration des véhicules anciens, avec une cible particulière plutôt pour les young-timers, des gens qui ont des voitures qui ne sont pas forcément des techniciens et qui souhaitent donc avoir un appui, une aide, une assistance de spécialistes, de professionnels de la mécanique et de l'entretien et de la restauration. Et de la même façon, on a référencé des partenaires pièces de rechange, parce que souvent sur les vieux véhicules, le sujet est où je trouve mes pièces de rechange. Donc on a mis tout ça en place, on l'a annoncé donc à Rétromobile sur votre plateau. Et ça y est, on est prêt, on a ouvert nos 22 premiers garages et notre cible, c'est à la fin de l'année d'avoir un garage à moins de 100 km chaque possesseur de véhicules anciens sur le territoire français. Bon, super. On ne pourra pas y faire réparer les Formule 1. Par contre, vous les avez sortis. Il y a 16 monoplaces iconiques qui sont sur le circuit là, pour fêter les 20 ans du titre. Hein. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on peut voir de beau ? Et en plus, il y en a qui vont rouler. C'est surtout ça, quoi. Eh ben, on a fait un truc incroyable. C'est la première fois qu'on fait ça, puisqu'on a un patrimoine de plus de 800 véhicules dans le groupe Renault. Et en particulier, on a beaucoup de Formule 1, dont les championnes du monde. Donc là, on en a sorti 16 qu'on expose donc sur un stand dédié à l'épopée Renault en Formule 1. Et on remonte à l'origine, puisqu'on a le premier prototype de 1976. Avant la tipote compétition. Et ouais, même avant la tipote, le premier même avant la tipote, d'accord. Exactement, qui est exposé. Et on a après toutes les générations, et en particulier toutes les voitures championnes du monde que vous avez pu voir tant en tant que fournisseur de motoristes, Williams, Benetton, etc., que en tant que constructeur avec les premières voitures de Jabouille, René Arnoux, etc., et les dernières d'Alonso, Fisichella en 2005 et 2006. Ouais, on va repréciser que c'est Renault qui a introduit le turbo en Formule 1. Exactement. Et justement, on va faire rouler des voitures, comme vous disiez, et on va faire rouler 3 voitures emblématiques avec des pilotes emblématiques, puisqu'on a fait le choix de faire rouler la première voiture qui a gagné un Grand Prix en Formule 1 à Dijon en 79, qui est la première Formule 1 avec un turbo à avoir gagné un Grand Prix. Oui, alors ça c'est la fameuse tipote, ce que les Anglais appelaient la tipote, la théière. Exactement, qui a gagné sa première course. Et pourquoi la théière ? Dites-nous pourquoi ils l'appelaient la théière. Alors, parce que à cette époque, toutes les Formule 1 étaient motorisées avec des gros moteurs, avec des spécialistes, Ferrari, Porsche, BMW, etc. Et nous, Renault, on a fait le choix d'arriver avec un tout petit moteur, équipé avec un gros turbo. Donc ça existait déjà, le turbo, mais pas sur les voitures de compétition en Formule 1. Et donc, quand on est arrivé, on a eu des problèmes de fiabilité. Et ça fumait donc, pas mal. Voilà, ça fumait pas mal, c'est pour ça qu'ils l'appelaient la théière. Et les Anglais qui croyaient pas du tout dans cette technologie se moquaient un peu de Renault en disant la yellow tipote, la théière. Mais 2 ans après, on a gagné le premier Grand Prix à Dijon avec Jean-Pierre rigolait moins. Voilà, il rigolait moins. Et 2 ans après, tout le monde est en turbo. Voilà. Bon, alors donc là, il y a quel modèle emblématique qui vont rouler, parce qu'on va les voir rouler. Hein. Voilà. Donc c'est là, et on a fait le choix de la faire rouler avec Victor Jabouille, qui est le fils de Jean-Pierre Jabouille, qui a jamais roulé dans la voiture de son père. Oh là ! Oh génial ! Oh, c'est joli la transmission là. Il est super ému. Ah ouais. Il a fait faire un casque à la déco de son père, retraçant toute sa vie en fait, y compris ses exploits en voiture. Et une tenue à l'image de son père, donc c'est incroyablement émouvant, on va dire. Ouais. La deuxième voiture, on allait un petit peu plus loin, on allait sur la Prost 83, la RE40, qui a fini vice-championne du monde à 2 points. Et là, de la même façon, on va faire rouler Nicolas Prost pour la première fois de sa vie dans la voiture de son père. Il va rouler dimanche. D'accord. Il y a une course aujourd'hui au Mugello en Italie, donc il sera là demain avec nous. Donc il va rouler pour la première fois avec autant d'émotion que Victor Jabouille.
Et cet après-midi, c'est René Arnoux qui roule sur la voiture. Alors René Arnoux qui avait gagné d'ailleurs au Castellet à l'époque. Hein. Tout à fait. Alors René ne sera pas sur la voiture de réponse, sur une autre voiture qui est une sienne. Et donc il va rouler cet après-midi avec, à 13h15. Et on a le quatrième pilote avec la troisième voiture, qui est les 20 ans du titre, comme vous disiez tout à l'heure, de Renault en tant que constructeur en Formule 1. Et là, donc, on a pris le pilote de réserve de l'époque et champion du monde, qui est Franck Montagny, qui se fait une joie pareille de faire du bruit dans la ligne droite, on va dire. Puisque c'est une voiture très performante avec le 10 cylindres qui a une sonorité très particulière. Et du coup, on se fait une joie de l'entendre rugir cet après-midi dans la ligne droite. Alors moi, j'ai roulé, alors non pas avec la F1, mais avec je crois qu'il va être exposé aussi avec l'Espace F1 qui avait ce moteur-là en centrale arrière, avec Alain Prost au volant. Je me souviens avoir fait quelques tours. Je peux vous dire, grosse dose d'adrénaline. Ah ouais. Limite le ventre au Castellet, c'était au Castellet. Quand je vous disais que c'est la fête, c'est qu'on a sorti plein de choses. On a sorti en effet l'Espace F1 qui était motorisé par le moteur 10 cylindres, piloté par Alain Prost pour emmener des journalistes en baptême, dont vous avez fait partie. Donc elle est là, elle est exposée sur le stand. Alors moi, on m'oublie toujours. Hein. Non, mais ça, c'était il y a... Mais vous je sais étiez bien, pas né à l'époque. J'étais en train de lancer une perche à notre ami Gilles Mériadet, qui est le directeur de The Original Renault, la collection Foltacchini. Ah, très bien. Si vous étiez au Castellet, on aurait pu construire ça. On est un petit peu loin, on est un peu loin. Mais ça peut être sympa de faire un jour une émission là-bas. On va devoir... Bon, bel événement, si vous êtes à proximité. Sud Radio, on nous écoute un petit peu dans le sud aussi. Donc si vous êtes dans le coin, grimpez au Castellet. Ça va être un week-end formidable. Merci beaucoup Gilles. Merci Gilles. Merci beaucoup. Merci, très bon week-end à vous et très bon Grand Prix de France historique du Castellet. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? Trop bien, on a encore le temps pour Claudie qui nous rejoint au 0826 300 Bonjour 300. Claudie. Bonjour Claudie. Oui, bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Comment vous allez ? Les auditeurs de Sud Radio. Très bien, merci, bon, il fait très beau. Vous habitez où vous ? Moi, j'ai Nice. Ah, bah oui, pas très loin du Castellet. Oh, si, quand même, un peu quand même. Oui, mais moins loin que nous. Oui, il y a 1h30 pour y aller. C'est ça. Alors, on vous écoute. C'est pas loin, 1h30. C'est-à-dire, je m'interrogeais sur la bicarburation essence GPL. Histoire, moi, je suis au diesel depuis très longtemps, histoire de passer critère 1 sans avoir des grosses factures d'essence, quoi. Oui. Et j'ai vu, vous hésitiez avec un Renault Captur 1 litre TCE en essence GPL. Oui. Alors déjà, ça, pour vous rassurer, c'est un bon choix. C'est un bon choix, c'est une bonne voiture, c'est un moteur qui est assez rond, qui a du caractère. Il a plus de peps quand il roule au GPL d'ailleurs que quand il roule à l'essence. Vous avez des reprises un peu meilleures. Pour le reste de la voiture, tout le monde connaît le Captur dernière génération. C'est une jolie voiture. Il y a un coffre qui est bien. C'est plutôt fiable. Ça, c'est important. C'est plutôt fiable. Oui. Et en termes de carburant, le GPL, il est à 98 centimes. Il est en dessous de 1 euro en moyenne en ce moment. Oui. Donc, ce qui peut faire peur, j'ai vu que dans la question que vous posiez, ce qui vous faisait peur, c'est la consommation annoncée de GPL. Ah, je voudrais comprendre. Ouais, alors je vous explique. Ouais, je vous explique. Le problème des carburants, c'est qu'on les vend au litre. C'est un peu comme si on vous vendait des billets de banque au kilo. Si vous avez que des billets de 10 ou des billets de 500, 1 kilo de billets de 500, c'est plus intéressant qu'un kilo de billets de 10. On est d'accord. Et malheureusement, les carburants, c'est vendu au litre. Or, il y a plus d'énergie dans un litre de gasoil. Il y a 10,74 kWh d'énergie dans un litre de gasoil. Il y en a 8,9 dans un litre d'essence. Il n'y en a que 6,9 dans un litre de GPL. Donc on comprend bien que pour avoir la même puissance, il faudra injecter plus de GPL. D'ailleurs, je vous ai fait le calcul. 7,7 litres de GPL, ça correspond à une énergie, Laurence, vous me suivez, de 51,75 kWh. Et 51,75 kWh, c'est l'équivalent de 4,8 litres de gasoil. Donc on ne brûle pas plus d'énergie quand on brûle 7,7 litres de GPL que quand on brûle 4,8 litres de gasoil. Et ceux qui disent le diesel c'est bien parce que ça consomme moins, mais d'accord, ça consomme moins, mais on brûle autant d'énergie. C'est pour ça d'ailleurs que quand on brûle 1 litre de gasoil, on émet plus de CO2 que quand on brûle 1 litre de GPL. Voilà, la démonstration, elle est faite là. Et je vous l'ai dit, c'est le doc. Donc le garagiste est devenu un doc. Donc n'ayez pas peur de la consommation annoncée en GPL.
d'abord, vous polluerez moins qu'avec votre ancien diesel, parce que là, on a parlé juste émission de CO2, mais il n'y a pas que ça qui sort de l'échappement. Et le GPL est un carburant plus propre. D'ailleurs, il a du critère 1, quelle que soit l'année de production du véhicule GPL. Même une vieille voiture GPL, elle est critère 1. Hein, c'est unique dans le... Vous connaissez mon avis sur les vignettes critères, c'est pas forcément très positif, mais là, en tout cas, on en profite quand on roule au GPL. Donc, vous polluerez moins. Et si vous faites le calcul à 1 euro le litre, ça vous reviendra, même avec une consommation supérieure, ça vous reviendra à peu près pareil que ce que vous consommiez avec votre diesel. Mais vous aurez le loisir de polluer moins. Bon ben voilà. Polluer moins. Et pour faire de l'autoroute, c'est impeccable, parce que je fais essentiellement de l'autoroute, moi. Bah c'est très bien. Bah, le diesel, c'était bien pour l'autoroute, mais le fait est que si vous rentrez en ville de temps en temps, c'est mieux d'avoir une voiture qui pourra le faire légalement. On va dire ça comme ça. Claudie, vous pouvez choisir. Mais c'est un bon choix. C'est un bon choix. Vous serez très contente. Et puis vous verrez, ça fait moins de bruit que votre classe A diesel. D'accord. Oui, merci infiniment à vous deux et pour vos bons conseils. Et on vous embrasse fort, Claudie. Bon, merci Claudie. Profitez bien du soleil. Nous écouter, oui, de Nice et d'ailleurs. Salut l'ami Jean-Luc. Oui, la semaine prochaine, on sera à la foire de Paris. En direct, effectivement, et toute l'équipe de Sud Radio va vous proposer tout Sud Radio se délocalise à la foire de Paris. On va tous faire la foire ensemble. Merci à Pascal d'avoir été avec nous, notre spécialiste de la peinture et de la carrosserie, qui est passé nous voir, nous dire bonjour ce matin. Évidemment, les programmes continuent toute l'après-midi. On va parler sport avec le rugby, ça c'est clair, à partir de 14h30. Et puis, il y aura la santé en mouvement à 14h qui vous attend. Parlons femmes à 13h30. Et l'Invino, évidemment, avec notre ami Alain Marty, dès maintenant. Ah non, ce sera à 13h aussi. Ah bah oui, vous avez le temps. Bon appétit. Sud Radio, on parle auto.